Masechet Shevuot, Daf Lamed Amud Bet. On va commencer par la première ligne. Amar Oula, Mahloket, Beba'ale Dinin, Aval Be'edim, Divrei Hakol Be'amida. Dirtiv Ve'amdu Shene Ha'anashim. Oula se rapporte à la mahloket fondamentale qu'on avait vue entre Rabbi Yehuda et Hachamim à propos de la position des Baalei Dinim, les protagonistes, les adversaires. Lorsque deux personnes ont un litige, ils doivent aller au tribunal pour un din Torah. Il y a les Dayanim, les Edim, les témoins, et les Baalei Dinim, les adversaires, qui ont un conflit. Quelle est la position des Edim? Quelle est la position des Baalei Dinim? Quelle est la position des Dayanim? Tout cela doivent rester debout ou bien peuvent s'asseoir. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Rabbi Moshe, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est la position des Baalei Dinim? Debout. Alors, eux, ils sont debout, ils sont assis. Les Baalei Dinim. Bravo. Kol hakavod. Mahloket. Selon Hachamim, les Baalei Dinim doivent rester debout tout le long du Mishpat. Comme il est écrit, Ve'amdu shene ha'anashim. Asher lahem hariv lifnei Hashem. Ve'amdu shene ha'anashim. On avait pourtant appris que ça faisait allusion au Edim, car le mot shene, on avait fait une analogie, une xerashava, avec alpi shene Edim, oshelosha Edim, yakum davar. Donc on parle bien de Edim. Seulement, la phrase d'après, Asher lahem hariv lifnei Hashem, fait allusion aux protagonistes, aux deux adversaires qui ont un litige, Asher lahem hariv, qui ont une discorde, un conflit. Donc les deux catégories, la catégorie Baalei Dinim, la catégorie Edim, le contraire. Ve'amdu shene ha'anashim, c'est les Edim. Asher lahem hariv, c'est les Baalei Dinim. Ces deux catégories de personnages doivent se tenir debout, puisque la Torah dit Ve'amdu. Mais qu'en est-il? Alors, ça c'est qui a dit ça? Hachamim. Mais Rabbi Yehuda, il distingue, il établit un distinguo entre Edim et Baalei Dinim. Pour les Baalei Dinim, qu'est-ce qu'il dit? Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent s'asseoir, ils peuvent s'asseoir. Ils veulent se tenir debout, ils peuvent se tenir debout. La seule vigilance à avoir de la part des Dayanim, c'est de ne pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Ne pas installer l'un sur une chaise et l'autre, on lui dit reste debout. Car si tu fais une chose pareille, ce favoritisme va bloquer l'adversaire. C'est comme si tu allais lui museler la bouche. Tu lui retirais toutes les forces argumentaires. Il n'a plus d'arguments. Il est à court d'arguments. Pourquoi? Il n'a plus d'énergie. Quand il voit que le magistrat fait kavod à son adversaire, il se dit la bataille est perdue d'avance. Le jugement est déjà vendu. Il n'est pas rendu, il est vendu. Ce magistrat, tu vois bien qu'il a de la considération pour mon protagoniste, pour mon adversaire. Alors à quoi bon m'investir dans un argumentaire que je vais développer? Mais ça ne sert à rien. Tu vois que d'emblée, il lui fait du kavod, donc il lui donnera raison à tout prix. C'est assourd d'être sotem ta'anotav, de bloquer psychologiquement l'adversaire. Les shoftim, le shofet doit avoir un comportement neutre à l'égard des deux, qu'il y ait une équivalence, qu'il y ait un équilibre absolu, qu'il n'y ait pas de favoritisme pour ne pas pencher le jugement d'un côté ou de l'autre. Il faut betzedek tishpot amitecha, lotate mishpat. Ne penche pas le jugement. Donc, faut pas que tu invites l'un à s'asseoir
et pas l'autre. Ou bien les deux assis, ou bien les deux debout. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Alors maintenant, les amis, quelle est la position des Edim? On a dit debout. Quelle est la position des Baalei Dinim? Mahloket. Selon Hachamim, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ou assis ou debout. Juste, faut pas qu'il y ait de différence entre les deux. Selon Hachamim, absolument debout. Car on compare, selon Hachamim, le mot ve'amdu, le verbe ve'amdu, se rapporte aux deux phrases. Chez Nehanashim, c'est les Edim. À Sherlem arrive, c'est les Baalei Dinim. J'ai dit deux fois Hachamim? Pardon. Exactement. Alors, si je me suis trompé dans les noms, je répète. Pour Rabbi Yehuda, les Baalei Dinim font ce qu'ils veulent, ou ils s'assoient, ou ils restent debout. Selon Hachamim, ils sont obligés de rester debout durant tout le Mishpat. Alors, Oula, qui est un Emora, c'est lui qui nous dit que même Rabbi Yehuda, qui pour les Baalei Dinim n'a aucune exigence, il dit ils font ce qu'ils veulent, mais pour les Edim, il est d'accord avec Hachamim pour dire que les Edim, les témoins, sont obligés de rester debout au moment de la déposition du témoignage, car il est écrit Ve'amdu chez Nehanashim. Lisons. Amar Oula, Mahloket be Baalei Dinim. La mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, elle ne concerne que les protagonistes. Aval be'edim, mais concernant les témoins, divrei hakol be'amida. Tout le monde est d'accord que les edim doivent absolument rester debout. Encore une précision. Amar Rav Huna, mahloket be'sha'at masa umatan, aval bish'at gmardin, Divrei hakol, dayanin bi'yeshiva, ou baalei dinim be'amida. Encore une précision, et cette fois-ci, on va parler des dayanim également. Toute la mahloket, nous dit Rav Huna, la mahloket qu'on a vue entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à propos des baalei dinim, est-ce qu'ils peuvent s'asseoir ou ils sont tenus de rester debout? Chachamim disent debout. Rabbi Yehuda dit ils peuvent s'asseoir, c'est uniquement Beshaat Masa ou Matan. Aval Beshaat Gmardin, divrei hakol dayanim bi'yeshiva ou baalei dinim be'amida. C'est uniquement pendant le délibéré, le débat, au moment où on va auditionner les protagonistes, au moment où on va auditionner les Edim, à ce moment-là, Rabbi Yehuda dit les baalei dinim peuvent s'asseoir. Mais au moment du verdict, lorsque les dayanim vont prononcer le verdict, les baalei dinim sont obligés de se lever, même d'après Rabbi Yehuda. Mais là, il a rajouté une précision. Les dayanim beyeshiva. Les dayanim s'assoient au moment du verdict. Les dayanim doivent être assis au moment du verdict. Et d'après tout le monde. Et maintenant, quelle est la référence? D'où Rav Huna a déduit cette halakha que les dayanim doivent être assis et les baalei dinim debout au moment du verdict. Il apprend de Moshe Rabbeinu. Dirti vayeshev Moshe lishpot et ha'am vaya'amod ha'am. Moshe Rabbeinu, c'était le juge. Il était assis. Le peuple venait se faire juger. Il était debout. Donc vayeshev Moshe lishpot et ha'am vaya'amod ha'am. Lishna aharina. Autre version de Rav Huna, des paroles de Rav Huna. La deuxième version, elle ne change absolument rien au niveau de la halakha. La seule différence, c'est au niveau de la référence. C'est-à-dire, sur quoi s'appuie Rav Huna pour affirmer ce qu'il a affirmé. D'où il a déduit. Ça veut dire sur quoi il s'appuie pour affirmer une chose pareille. Et en effet, nous verrons qu'il ne s'appuie pas sur ce passouk, il s'appuie sur un raisonnement logique, sur une analogie. Regardez. Mahloket beshaat masa ou matan. La mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, elle n'a lieu que par rapport au débat. Aval beshaat gmardin, mais au moment du verdict, divrei hakol, dayanim bi'yeshiva ou baalei dinim be'amida. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehuda est d'accord,
que les Baalei Dinim doivent se lever et les Dayanim doivent être assis. De'aedim kegmardin damu. Puisque la déposition des témoins, quand ils viennent faire cette déclaration de raconter ce qu'ils ont vu, ce témoignage, ça ressemble à un gmardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un gmardin, il n'y a plus de débat. Au moment où on prononce le verdict, c'est une déclaration des magistrats. Le shofet, il dit « Ata hayav, ata zakai ». La même chose, qu'est-ce que fait un aid? C'est pas un débat. Un aid, il vient, il raconte une histoire. Une déposition, c'est une déclaration. Il vient, il raconte texto ce qu'il a vu. Il commence pas à faire des pilpoulim, des déductions. Il raconte ce qu'il a vu, point à la ligne. Donc, gmardin, c'est comme edim. Edim, c'est comme gmardin. Uktiv behu ve'amdu shene ha'anashim. Puisque il est dit à propos des edim qu'ils doivent se tenir debout, c'est clair, ve'amdu shene ha'anashim. Qui est-ce qui se rappelle d'où on apprend que les edim doivent être debout? Parce que c'est écrit ve'amdu shene ha'anashim. Mais qui dit que ça parle des edim? Allez, c'était juste pour rappeler un petit peu ce qu'on avait appris dans le Hamoud Aleph. Eh bien, de la Gezerah Shava, Shene, Shene. Le mot Shene ha'anashim, ve'amdu shene ha'anashim. Ils se lèveront, les deux personnes. Le mot Shene, deux, on le retrouve ailleurs, à propos des Edim. Alpi, Shene, Edim, Oshelosha Edim, Yakum Davar. Donc, Shene, Shene. Comme ici, on parle de Edim, là aussi, on parle de Edim. Ve'amdu Shene ha'anashim, les Edim doivent se tenir debout. Et qu'est-ce qu'ils font les Edim? Une déclaration. Qu'est-ce que fait le Dayan au moment du verdict? Une déclaration. Alors, de la même façon que les Edim, au moment de leur déclaration, ils doivent se tenir debout, comme il est écrit Ve'amdu Shene ha'anashim, les Baalei Dinim doivent se lever comme les Edim. Car les Edim, ce qu'ils font, c'est une déclaration. Les Baalei Dinim, ce qu'ils entendent, c'est une déclaration. Ata hayav ata zakai. À ce moment-là, au moment de la déclaration des shoftim, les Baalei Dinim doivent se lever comme les Edim. C'est le même pasouk. C'est-à-dire que d'après cette version, on a juste amené une raison pourquoi les Baalei Dinim doivent se lever au moment du Gmardin, même d'après Rabbi Yehuda. Mais nous n'avons pas de preuve pour les Dayanim, comme quoi ils doivent s'asseoir. Parce qu'ici, dans ce qu'il est en train de dire Abouna, il est en train de démontrer comment on prouve que les Baalei Dinim doivent se lever, comme les Edim. Il dit, comme les Edim, c'est une déclaration, Baalei Dinim, au moment du Gmardin, c'est une déclaration des Dayanim. Eh bien, si les Edim doivent se lever, les Baalei Dinim aussi doivent se lever. Mais on n'a aucune preuve d'ici que les Dayanim doivent s'asseoir. Ils sont déjà assis, eux. Ils sont déjà assis, d'où on apprend qu'il faut qu'ils s'asseyent. Au début du jugement, ils sont assis. Pourquoi ils sont assis? Qui a dit que les Dayanim doivent être assis? C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure? Eh bien, ça, c'était la première version. Oui. La première version, on a cité le pasouk Vayeshev Moshe. Voilà. Lishpot et Aham. Vaya'amod Aham. Alors, après ça, on a dit Lishna Harina. Deuxième version. Mais la deuxième version, elle ne prouve rien par rapport aux Dayanim. Elle dit les Dayanim sont assis, mais elle n'a pas dit quelle est la preuve. Par contre, pour les Baalei Dinim, on voit qu'il y a une différence de démonstration. Quelle est la preuve que les Baalei Dinim doivent se lever au moment du verdict? Vaya'amod Aham, première version. Quelle est la preuve que les Baalei Dinim doivent se lever au moment du verdict, selon la deuxième version? Parce qu'on compare les Baalei Dinim au moment du verdict aux Edim. Comme les Edim, c'est une déclaration, le verdict, c'est une déclaration. Si les Edim doivent se lever, les Baalei Dinim aussi doivent se lever. Mais quel rapport? C'est parce que dans le pasouk, ils sont juxtaposés. Mais à quel moment on doit les comparer, même d'après Rabbi Yehuda, qu'au moment du verdict? C'est ce que va dire Rabbi Yehuda. Pas pendant tout le délibéré. Alors que pour Hachamim, ils doivent être debout pendant tout le délibéré.
pendant tout le débat. Beshat Masa ou Matan aussi d'après Chacham. Mais dans tout ce qu'on vient de dire, on n'a pas dit un mot pour les Dayanim. Rav Huna, dans la première version, il a dit les Dayanim Be'ishiva, mais il a amené une preuve, un pasouk. Dans la deuxième version, il dit Dayanim Be'ishiva, mais il n'a pas de preuve. Il faut dire que la deuxième version de Rav Huna s'appuie sur la première. C'est-à-dire que le pasouk Vayeshev Moshe Lishpot et Ta'am, ce pasouk-là, il faut le garder à moitié comme preuve pour les Dayanim. Ce n'est que la deuxième moitié. Vayahamod Ha'am, c'est peut-être cela, toute la différence. Pour la première version, Vayahamod Ha'am, c'est une preuve. Pour la deuxième version, Vayahamod Ha'am, ça ne veut pas dire qu'ils étaient debout, Bedavka. C'est pour ça qu'il avait besoin d'une analogie. Il avait besoin de comparer les Baalei Dinim aux Edim. Mais concernant les Dayanim, quand il a dit que les Dayanim doivent être assis, il n'y a aucune preuve de ce pasouk. Ve'amdu shenei ha'anashim asher lahem ariv lifnei Hashem. Il n'y a aucune preuve pour les Dayanim. Vous avez compris toute la parenthèse que j'ai ouverte. C'est pour dire que concernant les Dayanim, Rav Huna a dit qu'il faut qu'ils s'asseyent au moment du Gmardin. Mais là-haut, il a démontré. Vayeshev Moshe. Mais dans la deuxième version, on ne voit pas qu'il a démontré que les Dayanim doivent s'asseoir. Il faut dire qu'il garde cette référence de Vayeshev Moshe Lishpot et Ta'am. À ce propos, à savoir qu'un Dayan doit s'asseoir au moment du verdict, la Gemara raconte une histoire très curieuse. Des Bethu de Rav Huna, Havaladina Kame de Rav Nachman, Amar Hechi Ne'avid, Ikumikama Mistatman Ta'anate de Baal Dina. Lo Ikumikama, Eshet Haver Arehi Ke Haver. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara raconte qu'un jour, dans le Beddin de Rav Nachman, il y a une femme qui est arrivée, c'était l'épouse de Rav Huna. Rav Huna, c'était l'un des Gdolei Hador. Quand il est niftar, Rachid dit que Rav Huna est décédé, alors la veuve de Rav Huna est arrivée au Beddin parce qu'elle avait un conflit, un litige avec quelqu'un. Donc elle est venue pour le din Torah. Rav Nachman ne savait pas comment se comporter vis-à-vis d'elle. Car d'une part, c'était la femme d'un Talmid Chacham, d'un Gadol Hador, Rav Huna. Et on se doit de respecter l'épouse d'un Talmid Chacham comme le Talmid Chacham. Comme il est dit, Eshet Haver ke Haver. La femme d'un Haver, un Talmid Chacham s'appelle Haver. Pourquoi? Parce qu'il crée le Hibour dans le monde. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Alors il a dit, d'une part, il faut que je me lève devant elle. Mais d'autre part, si je me lève devant l'épouse de Rav Huna, qu'est-ce qui va se passer? Son protagoniste, son adversaire à elle, il va croire que j'ai de la considération pour elle et pas pour lui. Alors ça va le bloquer psychologiquement. Il ne trouvera plus d'arguments. C'est-à-dire que maintenant tous les deux sont venus pour exposer leurs arguments, mais s'il y en a un qui va sentir que le magistrat a du kavod pour l'autre, son adversaire, eh bien ça va le museler. Il est à court d'arguments parce qu'il dit ça y est, la bataille est perdue d'avance. Pourquoi je vais m'investir dans toutes sortes d'arguments? De toute façon, le magistrat n'est pas neutre. Tu vois le kavod qui fait à l'autre? Alors, Rav Nachman ne savait pas quoi faire. D'une part, s'il se lève devant elle, alors ça va bloquer son adversaire à elle. Et s'il ne se lève pas, c'est un manque de respect pour elle.
La halakha est qu'il faut respecter l'épouse du Talmid Chacham, comme le Talmid Chacham lui-même. Eshet Haver, Harei ke Haver. Alors que faire? La Gemara va raconter que pour sortir de ce dilemme, Rav Nachman va trouver une solution pour tirer son épingle du jeu, très intelligemment. Comment? Avant de trouver la solution, on va lire d'abord ce que je vous ai dit. Traduction. Devethu de Rav Huna, l'épouse de Rav Huna. Havala dina kame de Rav Nachman. Elle avait un din Torah à exposer devant Rav Nachman, le magistrat. Amar hechina avid. Rav Nachman s'est dit, comment ferais-je? Ikum mikama, si je me lève devant elle, mistatman ta'anate de Baaldina. Je vais bloquer psychologiquement son adversaire à elle, qui va voir que je lui fais kavod. Lo ikum mikama, alors je ne me lèverai pas devant elle. Si je ne me lève pas devant elle, Eshet Haver, Harehi ke Haver, l'épouse d'un Talmid Chacham. C'est comme le Talmid Chacham lui-même, j'ai l'obligation de me lever. Alors voilà ce qu'il va faire. Amar le Shamae, il a dit à son Shamash, Tse, sors du tribunal, va chercher une oie, une poule, une oie. Ve'afriah alay bar avza, ve'shadeh ilavay, ve'ikum. Tu vas m'envoyer l'oie qui va s'envoler, qui va me faire peur, soi-disant, et je vais me lever. Et lorsque je vais me lever pour fuir l'oie, alors, à ce moment-là, je me suis levé. Mais l'autre, l'adversaire, ne va pas comprendre que tout ça, c'était une ruse, une astuce, un subterfuge pour pouvoir m'en sortir. Il va croire que je me suis levé parce que j'ai eu peur de l'oie. Alors, et comme ça, d'une part, je lui ai fait kavod, je me suis levé, et d'autre part, je ne vais pas museler son adversaire. Eh bien, Rabotaï, Tosfot pose une question, ils disent, mais est-ce que ça s'appelle faire kavod à quelqu'un lorsqu'il voit que tu te levais pour une autre raison que pour lui? Faire kavod, ve'hadarta penezaken, mi peneseva takum ve'hadarta penezaken, takum ve'hadarta, kima sheshba hidur. C'est-à-dire que quand tu te lèves, tu montres au zaken que tu lui fais du kavod. Mais si il voit que tu t'es levé parce que tu as eu peur des oiseaux, tu as eu peur de l'oie, eh ben c'est pas une kima de kavod. Tosfot donne deux réponses. Primo, c'est que, ok, c'est pas une kima de kavod, mais au moins, je fais pas la avera de rester assis devant lui. C'est-à-dire, admettons, j'étais debout en train de boire un café avec mon ami. On discutait agréablement. Et voilà qu'il y a un haram qui passe. Il faut que je me lève devant lui. Je suis déjà debout. je suis debout. Comment tu veux que je me lève? Si je suis assis, il faut que je me lève. Mais si je suis debout, qu'est-ce que tu veux? Alors, je ne fais pas la mitzvah de me lever, mais je fais pas la havera de rester assis. Alors, il s'est dit, certes, je vais me lever à cause de loi, mais au moins, je ne ferai pas la havera de rester assis devant elle qui est Eshet Haver. Deuxième réponse de Tosfot, c'est qu'il s'est dit, elle est suffisamment intelligente, c'est l'épouse de Rav Huna, elle va comprendre que si le Shaliach Beddin, le Shamash de Rav Nachman, revient avec une oie au tribunal, elle n'est pas bête, elle se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Et en plus, il lâche et l'oie, elle va vers Rav Nachman. Elle va comprendre que tout cela, c'était une ruse de Rav Nachman pour pouvoir se lever devant elle sans bloquer psychologiquement son adversaire à elle. Tout ça, elle va le comprendre. Donc, c'est une kima sheyeshba hidur, puisqu'elle comprend pourquoi il s'est levé. C'était pour lui faire kavod. Parce que qui est-ce qui va amener une oie au tribunal? La Gemara pose une question, elle dit, ok, en effet, il a réussi à tirer son épingle du jeu, mais que partiellement. Pourquoi? Car à un moment donné, le Dayan doit se rasseoir. Ok, il s'est levé au moment du débat, mais au moment du verdict, il est obligé de s'asseoir. On vient de l'apprendre. Dayanim, Beyeshiva et Baaledinim,
be'amida, les edim be'amida. Et en plus, c'est qui a enseigné cela? Qui est-ce qui se souvient qui est l'auteur? Rav Huna, bravo. Alors, Rav Huna, et ici on parle de qui? L'épouse de Rav Huna. Donc, Rav Huna lui-même a dit que le Dayan doit s'asseoir au moment du verdict. Donc, lorsqu'il va s'asseoir, c'est un manque de kavod vis-à-vis d'elle, parce que lui, il est assis et elle est debout. Alors, comment il va faire? Regardez-moi ça. Même là, Rav Nachman va tirer son épingle du jeu, il va trouver une solution même à ce problème. Pour ce petit laps de temps où il va devoir s'asseoir, pour ne pas lui manquer de respect, qu'est-ce qu'il va faire? La Gemara va dire qu'il s'est assis au bout de la chaise, pas confortablement sur le dossier, n'est-ce pas, appuyé sur le dossier, mais il s'est assis à l'extrémité de la chaise, comme quelqu'un qui est en train de délier le nœud de ses lacets de chaussures. C'est-à-dire qu'il lui montre il n'est pas assis vraiment, mais il n'est pas debout vraiment. Donc il s'en sort par rapport aux deux problèmes. D'une part, il est assis comme la halakha l'exige du dayan d'être en position assise au moment du verdict, et d'autre part, il ne lui manque pas de respect à elle parce qu'il n'est pas assis confortablement alors qu'elle est debout. Il lui montre qu'il est sur les braises, qu'il est assis au bout de la chaise comme quelqu'un qui est prêt à se pencher pour retirer, ouvrir ses lacets de chaussures. Alors je le dis dans la Gemara. Des yativ keman des share mesane ve amar ishpeloni atazakai ishpeloni atahaya. C'est-à-dire qu'il s'assoit au bout de la chaise comme quelqu'un qui veut ouvrir le nœud de ses chaussures, et à ce moment-là, il dit juste cette phrase. Monsieur Antel, tu es Hayav. Monsieur Antel, tu es Zakai. Le verdict. Amarababaravuna. Et maintenant, nous allons étudier 3 halachot enseignés par le même maître, Rabba Baravuna. Première halacha. Haït surva merabanan ve'ama aretz deitleu dina bahade hadade. Si au tribunal arrivent 2 personnes, un Talmid Chacham et un Ha'aretz, un ignorant. Deitleu dina bahade hadade, ils ont un litige. Mutvinan leh letzova merabanan, ou les Ha'aretz amrinan leh tiv ve'ikae litlanba. Qu'est-ce qu'on fait? Le Talmid Chacham, on l'assoit, puisqu'on a déjà dit que d'après Rabbi Yehuda, les Sha'at Masa ou Matan, il peut s'asseoir, et on l'installe pour son kavod. Et le Ha'aretz, tu vas quoi, le laisser debout? On a déjà dit que c'est assour, parce que tu vas le bloquer, tu vas lui montrer que tu as du kavod pour son adversaire, le Talmid Chacham, et pas pour lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'inviter à s'asseoir. Tu lui dis, Tiv, assieds-toi. S'il s'assoit, il s'assoit. S'il reste debout, c'est son choix. Mais au moins, toi, tu ne l'as pas dédaigné. Tu ne lui as pas montré un mépris. Le premier, tu l'as installé, le Talmid Chacham, et à lui, tu l'as invité à s'asseoir. Il reste debout. La Gemara raconte une histoire. Rav Bar Sheravia, Havaledina Kame de Rav Papa. Rav Bar Sheravia avait un litige avec un Ha'aretz et il a été au Beddin de Rav Papa. Utve, Rav Papa a installé d'abord Rav Bar Sheravia sur une chaise et ensuite Otiv Name le Baal Diné. Et il a pris une chaise et il a installé aussi le Ha'aretz qui était l'adversaire de Rav Bar Sheravia. Atash liha de Bedina. Mais voilà que l'huissier de justice, le Shaliach Beddin, arrive de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Ha'aretz assis comme Rav Bar Sheravia. Il a dit encore Rav Bar Sheravia, il est assis parce que c'est un homme honorable. Mais le Ha'aretz, pourquoi il s'assoit? Batash B. Il lui a donné une petite tapette avec son pied, comme pour dire Ukme, le Ha'aretz, lève-toi, qu'est-ce que tu restes assis? Velo amarle Rav Papa, Tiv. Rav Papa ne lui a pas dit, non, rassieds-toi. Il lui a pas dit de s'asseoir. Comment ça se fait? Mais
comme ça le pauvre, il va se sentir négligé, méprisé, et donc on va le bloquer. C'est assourd de bloquer un adversaire psychologiquement. C'est comme pencher le jugement dans un sens. Lotate mishpat. Alors, comment ça se fait que Rav Papa n'a pas réagi? Amar Rav Papa s'est dit, Mimar Amar, Ihu, Ha'utvan, Shliha ou Delo, Mefayes Minai. Lui, le Hamaretz, il va se dire, lui, le magistrat, Rav Papa, il m'a installé sur une chaise, donc il ne me manque pas de respect. Il a de la considération pour moi autant que pour l'autre. La preuve, c'est qu'il nous a installés tous les deux. C'est qui a été antipathique à mon égard? C'est le Shaliach Beddin. Mais le Shaliach Beddin ne peut rien me faire de mal, puisque qu'est-ce qui peut me faire de mal? Le Shaliach Beddin, c'est pas lui le juge, ce n'est pas lui le magistrat. Étant donné que le shofet, le juge, n'a pas de mépris à mon égard, la preuve c'est qu'il m'a installé sur une chaise autant que Rav Marché Ravia. Donc il ne sera pas à court d'arguments, il ne sera pas bloqué psychologiquement. Il sait que ça n'a rien à voir. Le manque de respect de la part de l'huissier de justice n'aura pas d'impact sur son jugement. Donc, évidemment, qu'il va avancer tous les arguments qu'il trouvera pour sa plaidoirie. Ve'amar Rabba bar Abuna, deuxième enseignement du même maître. Hayt surva merabanan, ve'ama haaretz, de'itleu dina bahade hadade, lo ligdom surva merabanan ve'litiv kame dayana. Le Bach rajoute ces deux mots. S'il y a un litige entre un Talmid Chacham et un Hamaretz, un ignorant, le Talmid Chacham n'a pas le droit d'aller le premier au tribunal et de s'asseoir devant le Dayan. Pourquoi? Car lorsque le Hamaretz va arriver, il va se dire certainement, quoi? Mais Shum Demerze Keman décider les dîners. Il va se dire que certainement le Talmid Chacham, il est arrivé avant lui. Il a déjà raconté au juge toute l'histoire. Il a dû lui décrire un scénario qui est faux. C'est-à-dire que si j'étais là, j'aurais pu tout entendre. Il aurait été gêné de mentir. Mais maintenant, il a profité de mon absence pour raconter ce qu'il a envie. Et il a dû donner sa version des choses. Et maintenant que le juge a tout entendu selon la fausse version, eh bien, on le sait très bien que le premier, la première version qui rentre dans la tête, c'est celle qui est indélébile, c'est celle qui va rester. Hein? Sauf si c'est son élève. Alors, bravo. Tzadik Harishon Berivo, le premier qui arrive, eh ben, c'est lui qui va avoir gain de cause. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit, un Dayan n'a pas le droit d'écouter l'un des protagonistes en l'absence de l'autre. Il faut que les deux soient présents devant lui. Parce que sinon, tu peux raconter ce que tu veux. Alors, Moraï Verabotai interdit pour le Talmid Chacham de venir le premier et de s'asseoir devant le Dayan. Il doit rester debout jusqu'à ce que l'autre arrive et qu'il voit bien qu'il n'a pas eu de discussion avec le juge. Sauf c'est seulement si il n'avait pas l'habitude de venir pour un shirour. Mais si, par exemple, le juge donnait un shirour à ses élèves, et lui faisait partie des élèves, ou bien il avait une étude en Havruta, et lui c'était son Haver, alors le Hamaretz ne va pas se dire qu'il s'est assis en face du juge pour lui raconter sa version des choses. Il est venu pour étudier, comme tous les matins, il étudie avec lui. Dans ce cas-là, c'est permis. Mimar Amar Be'idnet Tarid. Ve'amar Rabba bar Abuna, troisième enseignement du même maître. Hayt surva merabanan deyada besahaduta. Ve'zila bemilta lemiza lebedayana dezutarmine la sodekame lolizil. Imaginons qu'on est un jeune Dayan. D'accord? Par exemple, il a 40 ans, le jeune Dayan. C'est un Talmid Chacham. Mais nous avons un Gadol adore, il a
70 ans, qui est un Dayan lui-même beaucoup plus important. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, ce Hacham de 70 ans, un Gadol, était présent au moment où Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Alors lui, par exemple, ce Hacham-là, il était avec quelqu'un d'autre, ils étaient 2 témoins, et ils ont vu que Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Maintenant, Réhouven est venu réclamer à Shimon son argent. Shimon a renié. Il a tout nié. Il a dit, tu m'as jamais rien prêté. Il a poursuivi en justice. Les Dayanim, le jeune Dayan demande, tu as des témoins? Il dit, oui. Il va tout de suite aller chercher ce grand Hacham, le Dayan de 70 ans, avec l'autre. Il leur dit, venez, vous allez témoigner. Maintenant, pour ce Hacham-là, c'est un manque de kavod pour lui d'aller témoigner devant ce jeune Dayan. D'accord? C'est-à-dire, lui, il va venir au tribunal, il se tient debout pour témoigner devant ce jeune Dayan qui siège ici. C'est pas de son kavod. Est-ce qu'il a le droit de s'abstenir et dire non, je ne viens pas témoigner en ta faveur? Bravo. Vous savez, par exemple, la Torah nous demande de témoigner. C'est une mitzvah de témoigner. Imlo yagid venasa avono. C'est assourd de s'abstenir. Tu es témoin, tu peux venir témoigner en faveur de l'autre. C'est comme si tu l'aidais à récupérer son argent. Si par exemple vous trouvez une Rolex dans la rue, est-ce que vous avez le droit de l'ignorer et dire ce n'est pas à moi, laisse tomber? Non, tu as l'obligation de la ramasser et de chercher le propriétaire. Si tu trouves un porte-monnaie avec de l'argent dedans, et il y a là-bas la Teudat Zehut, eh bien, tu as l'obligation de ramasser et d'aller restituer. Ou bien avec des simanim, tu dis, quelqu'un a perdu une montre, de quelle couleur, comment était le bracelet, et ainsi de suite. Il y a un hiyuv. Mais, alors ici, comment ça se fait que Rabbi Matok, comment se fait-il qu'on dispense ce Hacham de venir au Beddin d'un jeune Dayan en disant, eh ben, c'est pas ton kavod, n'y va pas. Mais l'autre va perdre son argent, il va perdre 10 000 shekels. La réponse, c'est que la Torah, à propos de Hashavat Aveda, elle a écrit 2 psukim contradictoires. Quand on trouve un objet perdu ou de l'argent perdu, on n'a pas le droit de passer incognito, de faire semblant qu'on n'a pas vu. Tu n'as pas le droit d'ignorer. La Torah dit « Lo tuchal leit'alem ». Mais il y a un autre passouk qui dit « Veit'alamta ». Tu peux ignorer l'objet. Tu n'es pas obligé de le ramasser. Alors, Hachamim disent « Mais c'est contradictoire. Est-ce qu'on a l'obligation de ramasser ou pas ?» Alors, les Hachamim répondent comme ça. Tout dépend. Pe'amim she'ata mit'alem, pe'amim she'en ata mit'alem. Parfois, tu peux ignorer l'objet, parfois, tu n'as pas le droit d'ignorer. Quand est-ce que tu peux ignorer? Si par exemple, Kohen vehi bebet akvarot. Toi, tu es Kohen, t'as pas le droit de rentrer au cimetière. Mais la Rolex, tu la vois dans le cimetière. Monsieur Cohen, est-ce qu'il a le droit de rentrer au cimetière pour aller récupérer la Rolex et la rendre à son propriétaire? Non. Pourquoi? Parce que c'est assourd de se rendre impur. Mais vous savez qu'on a une règle. Assez, dohe, lota assez. C'est quoi assez, dohe, lota assez? Une obligation repousse une interdiction. Par exemple, la mitzvah de tzitzit, elle repousse le issour de kil'aïm. On peut avoir un talit de lin et des tzitzit de laine, à l'époque où il y avait le techelet, et pourtant, c'est shahatnez. Parce que là, tu as accroché des fils de laine à un vêtement de lin. Comment ça se fait? Du fait que la Torah est juxtaposée la mitzvah de tzitzit à la mitzvah, au issour de shahatnez, c'est pour dire assez, dohe, lota assez. Dans Parashat Kitetse, il est écrit Lotilba shahatnez tsemeru pishtim yahdav gedilim ta'aselecha alarba kanfot kesutecha. Pour dire que même si je t'ai interdit qu'il haïm, shahatnez, je t'ai autorisé shahatnez en cas de mitzvah tzitzit. Assez,
dohe, lota'ase, une obligation, repousse, une interdiction. Si c'est ainsi, alors pourquoi on ne dirait pas que le Kohen, qui a une mitzvah assez de restituer l'objet perdu à son propriétaire, eh bien, il aurait le droit même de rentrer au cimetière, même si normalement, il a un issour, les nefesh lo itama be'amav. Mais c'est un lota assez, et normalement, assez, dohe, lota assez. Réponse. La Torah a écrit un mot spécialement pour dispenser le Kohen. Vehit alamta. Monsieur Kohen, je te dispense de la mitzvah assez de Hashavat Aveda. Ou encore, Zaken Vena Lefik Vodo. Si c'est un Zaken, un homme honorable, c'est pas son kavod, de ramasser le stylo bic pour aller chercher son propriétaire. D'accord? Alors, quelqu'un de très hachou, il a vu un stylo bic par terre. Est-ce qu'il a la mitzvah de ramasser pour aller chercher son propriétaire? Veit alamta. La Torah dit, tu peux l'ignorer. Donc, là aussi, pourquoi tu vas aller témoigner au Beddin? C'est pour que Monsieur Réhouven puisse récupérer son argent. Car si tu ne vas pas témoigner en sa faveur, Shimon va en profiter. Il va dire, il n'y a pas de témoins contre moi, eh bien, je peux nier. Alors, il va perdre son argent. Tu as le droit de ne pas aller témoigner, même s'il va perdre son argent. Exactement comme lorsque tu n'as pas l'obligation de ramasser l'objet, même si l'autre va le perdre. Donc nous voyons que la Torah a autorisé la personne honorable de ne pas se rabaisser au profit de l'argent d'autrui. Et maintenant, nous allons clôturer le sujet avec la précision que donne la Gemara. Regardez. Pardon, excusez-moi. D'abord la preuve. La preuve de cette halakha, c'est Hashavat Aveda. Amar Rav Shisha bered Rabbi dit Afanana metanina. En effet, nous avons une preuve. On a appris dans Baba Metzia à propos de Hashavat Aveda, la restitution d'objets perdus. Matzah sak okupa, vendar kolitol arezeloitol. Si le bonhomme a trouvé un sac ou une coupa perdue et c'est pas son kavod à lui de ramasser cet objet pour aller chercher le propriétaire, eh bien c'est pas son kavod, arezeloitol. Il est dispensé de la mitzvah de Hashavat Aveda. Mais la Gemara dit attention, bémol, hanemile bemamona, aval bi'issura, en chokhma ven tevuna ven etza, leneged Hashem. Kol makom shesh bo hilul Hashem, en cholkin kavod larav. Tout ceci, cette dispense, c'est uniquement lorsque le problème n'est que d'ordre pécuniaire. C'est une affaire d'argent. Comme ici, Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Mais s'il ne s'agissait pas d'une perte d'argent vis-à-vis de l'autre, c'est Hilul Hashem vis-à-vis d'Hashem. Par exemple, dit Rashi, imaginons un homme, un grand hacham, qui savait que le mari de cette femme était vivant. Cette femme est venue au Beddin du jeune Dayan. Elle lui dit, mon mari est mort. Et en lui disant cela, il lui dit, est-ce que tu as un témoin? Il a amené quelqu'un, oui, il est mort. D'accord. Normalement, il aurait dû lui dire, tu as le droit de te remarier, puisque tu es veuve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le hacham là, il sait que c'est faux. Il sait que c'est faux. Il a l'obligation de venir au Beddin et dire attention, moi je l'ai vu. Il est vivant en Australie. Ou aux États-Unis. Je l'ai vu. C'est faux. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le Dayan va dire interdit madame, tu ne peux pas te remarier. Tu es Eshet Ish. Tu es peut-être Eshet Ish. Il y en a un contre un ou deux contre deux. Match nul. Il n'y a rien qui peut t'autoriser le remariage. Eh bien, Rabotai, est-ce que ce hacham, hashuv, doit se dire, mais moi je suis trop important pour aller dans un beddin d'un jeune Dayan? Assour, parce qu'ici, c'est le kavod Hashem qui est en jeu. Et devant le kavod Hashem,
le kavod de l'homme disparaît. En chokma, ve'en etza, ve'en tevuna, leneged Hashem. C'est un pasouk dans Mishlei. Bemakom hilul Hashem, en cholkin kavod larav. Il n'y a pas de kavod à faire au rav s'il y a hilul Hashem. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Pinhas s'était dit. Il était jeune, Pinhas, ben Elazar, ben Aaron HaKohen. Il y avait Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen qui pleurait au moment où Zimri ben Salou est arrivé avec Cosbi Batsour. Il a osé défier Moshe Rabbeinu. Et il est rentré avec Cosbi Batsour dans la tente. Et il a fait ce qu'il a fait. Mais Pinhas ne s'est pas dit, mais si Moshe Rabbeinu et Aaron restent inactifs, alors moi aussi, il faut faire kavod harav. Kavod harav, ce n'est pas joli que moi, tout jeune, je réagisse face à des personnes aussi importantes. Nachon, eh bien, c'est la raison. Eh bien, Chachamim nous disent que Pinhas n'a pas dit ça. Pinhas a dit, Bemakom hilul Hashem en cholkin kavod larav. Puisque c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu qui est en jeu, où celui-ci veut officialiser la libéralisation des mœurs, il veut autoriser la débauche en public, et il veut faire en sorte que toute la Torah, ça y est, elle n'existe plus, c'est Chilul Hashem, là je me lève, et dans son courage héroïque, Pinhas a agi héroïquement, et grâce à cela, qu'est-ce qu'on a eu? Le sauvetage de tout le Ham Israël. Tahat asher kinel Elohav, vaichaper al beni Israël. Bemakom Chilul Hashem, en cholkin kavod larav.